Daniela Paulet l'a dit dans son speech d'initialisation, nous aimerions renforcer la compréhension que le recul de la biodiversité et que le changement climatique sont en réciprocité. C'était ces mots. Comment se présente cette réciprocité sous les auspices d'un scientifique du climat et d'un scientifique de la biodiversité? Nous aimerions aussi déterminer des défis, des arguments et des aspirations auprès de la politique et auprès des communautés dans une connaissance mutuelle. Pour ce faire, il est positif que nous soyons conscients ce que les représentants de ces deux domaines veulent dire, quelles sont leurs expériences qu'ils ont thésaurisées et pouvons-nous apprendre les uns des autres. Nous commençons dès lors avec la vue d'un chercheur en matière de climat. Le climat se réchauffe. Pour notre public, c'est un terme galvaudé, mais nous aimerions accuser réception de quelques facteurs que tout le monde n'a peut-être pas dans sa tête. À titre d'exemple, avec quelle précision le climat change-t-il en Helvétie? Que signifie 2 degrés de réchauffement au niveau planétaire pour notre pays? Quelles sont les répercussions que cela aura sur des canicules, sur des sécheresses et des précipitations et leur répartition? Qu'en est-il du ménage hydraulique? Recul de nos glaciers? Quelles sont les tractions et qu'est-ce que cela signifie en matière d'objectifs? Quelles sont les voies de solution? Et qu'est-ce que c'est netto zéro très précisément? Qu'en est-il de la perception du changement climatique au sein de l'économie, de la politique et de la sociétalité? Vous allez recevoir de la part de M. Knouti des réponses à ces questions. Je le salue cordialement. M. Knouti est physicien de formation depuis 2007. Il est professeur de physique climatique à l'Institut spécialisé de l'EPFZ et il est délégué du président pour la durabilité de l'ETHZ. Il se préoccupe notamment des modifications dans le système climatique global en matière d'effets de serre et de leurs conséquences, ainsi que la limitation de ces fléaux. Il est auteur du 4e et 5e rapport climatique qui fait date et référence à IPCC. Et ce rapport collectif sous sa direction est important parce que c'est la base scientifique pour des traités internationaux en matière de la protection climatique à l'attention des gouvernements. Monsieur Knouti s'engage fortement dans le discours public dans les médias quant au climat et d'autres questions de l'environnement et de la durabilité. Récemment encore, dans la Nouvelle Gazette de Zurich du dimanche, il a publié un article qui fait date et référence. Reto Knutti, vous avez la parole. Merci et c'est parti. Merci Peter pour l'invitation et pour les propos d'introduction de véritables prolégomènes et je partage mon écran avec le vôtre. Je me félicite, mesdames et messieurs, de vous présenter ici la vue du chercheur climatique par rapport à cette thématique. De fait, je ne suis pas un spécialiste de la biodiversité. Pour les questions des grenouilles et d'autres éléments animaux, je ne suis pas votre spécialiste, mais je peux vous donner un coup pour le bilan énergétique. M. Fischer présentera l'autre aspect dans le détail de la biodiversité. Permettez-moi à l'heure actuelle de commencer avec les choses simples. Et c'est la chose ici. 2020 était une année extrêmement chaude, caniculaire dans beaucoup de jeux de données, peut-être l'année la plus caniculaire. Bon, on l'a déjà dit en 2003, mais si vous regardez cela de façon longitudinale, vous constatez à quel point la chose est extraordinaire. Les 6 dernières années, globalement, étaient les plus chaudes, les plus caniculaires, et ce n'est pas qu'il fait de temps en temps chaud. Eh bien, au fil de ces derniers 50 ans, la canicule s'est quasi propagée à titre général de façon inébranlable et inexorable. De Depuis que nous avons commencé à faire des effets de serre par des éléments combustibles, nous avons un réchauffement de 1,2 degré à titre général. Cela semble modeste, mais dans le contexte des 10 000 dernières années, c'est un progrès entre guillemets gigantesque. Vous le voyez en Suisse, ici la reconstruction selon les décennies en Suisse, notamment en ce qui concerne les dernières décennies et les 10 dernières années étaient extrêmement caniculaires. En Suisse, nous avons donc un réchauffement qui est le double du global, 2 degrés à travers le dernier centenaire. À l'avenir, cela ne sera pas toujours le facteur 2, peut-être un facteur 1,3 ou 1,5, mais bien plus que dans la moyenne globale. Les répercussions sont claires et si vous ne croyez pas, eh bien, regardez ce qui se fait dans les images. Ici, le glacier des Rhônes en 1850 et ce qu'il en est à la fin du XXe siècle. Incroyable.
Il était près des mâches rocheuses. Si vous les voyez, vous ne voyez plus de glace du tout. Et si vous êtes donc au sommet et que vous regardez par derrière, eh bien, vous voyez donc ces images, deux images comparatives de Suisse glaciaire à Dottorg à notre disposition. Merci aux auteurs. En 2009, le glacier du Rhône et le voici en 2020, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Quel cataclysme et quelle comparaison, uniquement 10 ans dans un contexte d'une évolution naturelle, c'est très bref, mais le changement est gigantesque. Nous savons quelles en sont les causes, mesdames et messieurs. CO2 et le méthane ont augmenté beaucoup. Et si vous prenez ces deux composantes comme les plus importantes propulsions, eh bien, vous constatez que cela a oscillé au fil de ces dernières centaines de milliers d'années. Et en guise de conclusion, une chose extraordinaire s'est produite, extraordinaire en matière de la hauteur, extraordinaire aussi en matière de la vélocité. Donc, nous avons un changement dont les cadences sont endiablées en matière de CO2 à travers le centenaire qui normalement aurait duré entre 10 et 15 000 années. Donc, un facteur d'accélération gigantesque par rapport au passé. L'être humain, sans aucun doute possible, est l'attraction dominatrice des tendances caniculaires du réchauffement et est gravement responsable de pléthore de changements qui s'en suivent en tant que conséquence inexorable. Voici donc l'effet des serres que nous connaissons depuis 100 ans en laboratoire, dans la nature. Et en matière de quantification, nous avons des modélisations pour comprendre le système. Voici une animation donc d'un programme de pronostic météorologique, la base pour le bulletin de demain. Mais bien sûr, cela démontre aussi les tenants aboutissants de la physique dont vous êtes tributaire pour décrire le climat. Mais vous constatez ici, et je vous le démontre, que la chose est très complexe. En bleu, vous avez des schémas de précipitation, de perturbations venant de l'ouest, et vous constatez avec quelle célérité et localité cela se meut. Et vous comprenez peut-être que ce n'est pas une sinécure de faire en sorte que ces processus soient gérés au fil de ces prochaines années et de les pronostiquer au fil du monde entier. Et nous ne pouvons pas non plus prédicter l'homme. Donc, nous devons trouver et statuer des mesures qui tiennent compte d'une pléthore de scénarios et d'opérabilité. Et simultanément, nous devons être conscients que les impondérabilités ne sont pas un argument de ne rien faire. Bien au contraire, si les insécurités sont grandes, plus elles sont grandes, plus il faudrait donc estimer les risques potentiels et donc il convient de se ranger du bon côté et d'agir. Mais nous savons que le changement climatique est un problème certain et les répercussions à l'heure actuelle sont tout aussi réelles que délétères. De quelle nature sont ces répercussions pour la Suisse? Il y en a quatre pour notre pays, quatre narratifs, comme on dit de nos jours, que nous avons décrits dans le scénario climatique 2018 de façon picturale. Voici donc, première trame, les choses se réchauffent en moyenne, mais aussi dans les températures d'extrémité. Vous constatez les deux scénarios qui, de façon typique, sont utilisés dans ce rapport. À gauche, un scénario qui, grosso modo, serait compatible avec un objectif de moins de 2 degrés de réchauffement ou quelques 2 degrés de réchauffement depuis l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire émissions CO2 en baisse rapide, comme cela est discuté aujourd'hui. À votre droite, vous eussiez un cas où on aurait de grands effets de serre CO2. On mise sur le charbon. Ce n'est pas très réaliste que nous soyons si élevés, mais ce n'est pas impossible. Et vous constatez, on n'est pas près de 2 degrés, mais on est près de 4 degrés, voire 5 degrés. Et localement, dans le monde arctique, on est entre 12, 13 et davantage degrés de réchauffement. On peut le répercuter par la suite sur des changements régionaux. Au bas de la page, vous avez un calcul de nombre des journées caniculaires en Suisse. Dans ces cas de figure, des jours avec des températures de plus de 30 degrés. Dans le passé, cela a été rarissime. Côté gauche, vous avez peut-être 10 à 20 jours caniculaires en basse altitude, côté droite, dans une notion 30, 40 ou davantage. Donc, un jour sur deux aurait donc une obédience de plus de 30 degrés, serait donc caniculaire. Ce serait donc l'effet des îlots caniculaires dans les villes plus chères qu'en race campagne n'est pas encore tenu compte. Donc cela se réchauffe à titre général et les journées caniculaires seront de plus en plus nombreuses. Par rapport à ces scénarios, une petite remarque, il est important que vous compreniez que la recherche ne dit pas ce qu'il faut faire, mesdames et messieurs. Nous ne faisons que constater
ce qui se fait dans le monde du climat et qu'est-ce qui se ferait si telle et telle chose arrivait. Et là, nous mettons à disposition une base d'informations, mais nous y reviendrons. Si, en tant que société, on se dote d'objectifs, il conviendra de passer de la parole à l'acte et nous n'aurons pas trop l'embarras du choix, à vrai dire. La deuxième répercussion, nous aurons des étés beaucoup plus secs. Voici donc la photo de 2018 du Jura, donc l'été le plus sec depuis que nous ayons des mesurations en Suisse. Autre image de 2015 en été, c'est Stéphane Müller, agriculteur près de Zurich. Donc, il me disait, prenez la photo, eh bien, vous constatez que ces plantes, manifestement, ne fonctionnent plus. Il faut donc labourer à nouveau. Quels que fussent les étés secs, vous avez des précipitations de plus en violentes, donc longtemps il ne flotte pas, et quand il flotte, eh bien c'est une pluie absolument drue. Voici toutes les stations avec des mesurations de longue durée de précipitations en Suisse, où c'est trami en bleu, vous avez de très fortes précipitations qui ne cessent de s'intensifier, et c'est de la physique très simple. En principe, l'air chaud sécrète davantage d'air et d'humidité. S'il y a l'humidité, c'est le temblère, en quelque sorte, le séchoir. Si vous avez 2 degrés de plus, eh bien, vous avez 15% de davantage de transport d'eau et l'eau, tôt ou tard, finira par être une précipitation et les risques de crue dans ce domaine seront beaucoup plus grands, pour autant qu'on ne s'y protège pas par une protection anti-crue. L'ultime traction typique, grande répercussion, c'est le changement dans la neige et dans la glace. Moins de neige en basse altitude, les glaciers fondent. Voici une animation qui démontre le contexte dramatique du glacier Aletsch. En matière d'émissions de CO2, on peut faire des modélisations. On le voit que jusqu'à la fin du siècle, même donc du glacier le plus gros, plus rien ne subsistera. Ce sont donc des procédures d'une extrême vélocité. Les glaciers fondent par définition, ils ont une guerre de retard sur le climat, mais ici, vous avez donc, comme je le disais, des cadences qui sont diables. Que faut-il faire si nous voulons atteindre ces buts climatiques que nous avons décidé à Paris, moins de 2 degrés, et la Suisse aussi a ratifié cela. La Suisse est engagée à ce net zéro, c'est-à-dire les émissions de CO2 et d'autres effets de serre se doivent d'être drastiquement réduites et supprimées. Cela veut dire quoi? Netto zéro, on ne peut plus rien émaner, ou s'il y a encore des effets de serre, eh bien ailleurs, il conviendra de les compenser, de les rattraper. Par exemple, par des baisses naturelles dans des forêts, dans la terre, ou dans des éléments artificiels, ou à travers les incinérations, le tout amortir et en quelque sorte le densifier dans le sous-sol. Et en guise de conclusion, il faudra que nous fassions du netto zéro. Tant aussi longtemps que nous avons des effets CO2, le réchauffement continuera de plus belle. Où sont ces émissions? Ce sont des chiffres pour la Suisse. Si donc vous prenez donc les chiffres officiels de l'Office fédéral de l'environnement uniquement en Suisse, donc pas de consommation à l'étranger, plus les émissions du monde aérien qui n'est pas prise en considération, vous avez un bon quart en matière de la mobilité, donc trafic routier, et là, la majeure partie, eh bien, et même le trafic des loisirs, tendance un peu aplatie, les moteurs s'améliorent, mais les voitures deviennent de plus en plus puissantes et de plus en plus lourdes, et il y a de plus en plus de voitures, et elles circulent de plus en plus. Fatal. Les transports aériens font presque 20%. Si on prend tout l'effet climatique, les Suisses sont riches et ils adorent bourlinguer, et là, il n'y a pas d'alternative manifeste à part qu'on cesse de s'envoler, ou alors tôt ou tard, il y aura des carburants synthétiques, mais on est encore à des lustres. La tendance haussière en amont de la pandémie, une croissance de 5% par année. Par la suite, les émissions dans le contexte immobilier, les chaufferies fossiles dans l'industrie, agriculture, artisanat, prestations de services et déchets, ce qui nous démontre qu'il faut des mesures dans tous les secteurs, dans toutes les branches. Et il y a quelques mesures qui seraient simples, par exemple réduire le trafic ou la circulation, renforcer aussi l'électromobilité. Il faut aussi pour ce faire des bornes de rechargement. D'autres sont difficiles, par exemple l'agriculture, la cimenterie. Là, il faut donc aborder différents objets.
Je crois que les faits sont clairs et tout le monde le sait. Après 50 et davantage d'années de recherche et après 30 ans de rapports climatiques au sein de la société, il y a une conscience affûtée que nous avons un problème certain et pas seulement un certain problème. Si vous prenez le Global Wave Support de l'année dernière, de 2020, eh bien vous constatez en haut à droite en cercle les risques top en matière de la probabilité, de la vraisemblance, de la naissance de la catastrophe et quelles seront les répercussions en cas de naissance. Et 6 à 7 de ces risques sont donc environnementaux et d'obédience climatique. Le constat est sans appel. Ce sont donc des problèmes de biodiversité, hydraulique, intempéries, l'incapacité de maîtriser le changement climatique et j'en passe. Dans le nouveau rapport 2021, ce sont 4 sur 5. La pandémie a corrigé un peu le tir à la hausse, mais en principe, on sait pertinemment que cela va nous frapper de plein fouet avec une certaine probabilité en matière de sécurité et les répercussions seront énormes. Et en dépit de tout cela, si on regarde autour de nous ce qui se meut dans le monde en matière de progrès, il y a certains progrès, mais beaucoup trop lents. Et ce qu'il faudrait faire, on n'est même pas partiellement assez rapide. Pourquoi est-ce ainsi? J'argumenterai comme suit, pas du tout que nous ne sachions pas ce qu'il convient de faire, mais souvent c'est parce que nous avons des priorités différenciées. La réalité veut que les solutions par rapport aux problèmes climatiques, eh bien, engendrent certaines règles et certains contrôles, et cela exige du moins un État relativement fort. Et cela ne cadre pas avec le narratif du néolibéralisme et d'un certain spectre politique. Donc, les personnes contestent le changement climatique ou s'insurgent contre des règles non pas à cause de la factualité, mais parce que cela ne correspond pas à leurs coordonnées politiques, personnelles et financières. C'est une collusion d'intérêts et d'idéologies, et cela, vous le voyez ici dans ce cliché, les enquêtes aux États-Unis où les questions étaient interrogées, croyez-vous que le changement climatique a déjà commencé? Donc, on parle uniquement d'une reconnaissance si changement il y a ou pas, même pas ce que l'humain devrait faire. Et vous constatez au début, c'était équilibré, par la suite, ce décalage se creuse, la gauche croit de plus en plus et la droite croit de moins en moins qu'il y a un changement climatique. C'est une chose idéologique. On est en train de contester les faits ou on s'insurge non pas contre les faits, mais on s'insurge contre cette image qui ne cadre pas avec sa conception idéologique. Et l'interprète passe le témoin à sa collègue Madame Desus. Donc, il faut reconnaître aussi que ces données scientifiques ne mènent pas encore à des décisions politiques. C'est toujours comme ça. La science ne peut pas dicter ce que doit faire la société ou la politique. Donc, quand on veut atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés, il faudrait faire telle ou telle chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça reste quand même une décision de la société. La pandémie peut servir d'exemple. Quand vous prenez le nombre de cas et les hospitalisations, ben, ce sont des chiffres, mais on ne sait pas ce qu'on fait de ces chiffres. Et parfois, les opinions divergent pour savoir quoi décider suite à ces chiffres. Mais ça ne peut pas être une excuse pour ignorer complètement ces chiffres. Il est clair aussi que la liberté et l'autoresponsabilité ne fonctionnent pas. Ça fonctionne ni pour les problèmes environnementaux, ni pour la pandémie. Pour les problèmes de l'environnement, vous pouvez prendre les déchets, les eaux usées, la qualité d'air. Eh ben, il n'y a aucun problème environnemental qu'on pourra résoudre par la pleine volonté. Il faut des conditions cadres. Donc, passons au lien avec la biodiversité. Il y a différents liens entre le changement climatique, l'utilisation de la terre et l'agriculture. Eh ben, les émissions de l'agriculture et les changements d'utilisation des terres, eh ben, ça fait partie des émissions des gaz à effet de serre et il y a donc plus d'êtres humains, plus de prospérité, plus de viande, plus de place, et ça augmente la pression sur la biodiversité. Ce qui est commun aux deux, c'est que par notre comportement, on crée un dommage, mais on n'en tient pas compte du côté des prix. Donc, ça ne coûte rien de polluer l'atmosphère. Donc, il n'y a pas non plus d'incitation. Donc, il n'y a pas d'incitation pour faire quelque chose contre ces effets. Dans les deux cas, il est déterminant que les tendances internationales du commerce, que donc les gaz à effet de serre, les changements des écosystèmes, que cette pression soit augmentée
Donc, on exporte en fait nos problèmes environnementaux et en achetant tout en Chine au lieu de le produire nous-mêmes. Et ça vaut aussi pour les produits. Donc, ça vaut pour les gaz à effet de serre et pour les produits qu'on consomme et qu'on mange. Donc, la question est la suivante. Quelle est notre responsabilité concernant les effets de notre consommation? Donc, ces liens scientifiques sont tout à fait clairs. Vous voyez là le rapport de l'ONU sur le climat et sur le changement du climat. Donc, il est tout à fait à gauche aussi. Donc, le changement d'utilisation des terres. Bon, on a appris les uns des autres. La biodiversité a beaucoup repris de ces rapports et on coopère, mais dans la population, dans la politique, eh ben, ce n'est pas assez considéré. Les solutions sont souvent hétérogènes et pas bien coordonnées. D'un côté, on parle de voitures électriques et des petites abeilles, mais il n'y a pas de pensée systémique. Pour que ça soit clair, le changement climatique n'est bien sûr pas la seule cause du recul de la biodiversité et pas non plus la plus importante, mais le changement climatique peut avoir différents effets, la chaleur, la sécheresse, etc. Ça peut émettre une pression sur la biodiversité. Par exemple, on perd nos espaces de vie, donc on pollue et tout cela peut être renforcé. Encore 3 minutes. Il y a bien sûr aussi de grandes différences. Le climat est quelque chose de complexe, mais au moins avec le CO2 et la température, on peut mesurer très clairement ce qu'on veut. Et avec cet objectif de CO2 zéro net, donc avec les objectifs de Paris, on s'est mis d'accord sur quelque chose de facile, de simple en tout cas. Donc, ces points d'ancrage aident la politique à aller dans une bonne direction. Il y a des objectifs de la biodiversité. La Confédération, en 2017, a adopté une stratégie avec beaucoup de mesures, mais beaucoup de choses restent qualitatives et personne ne le connaît. Et puis, il se passe très peu de choses. Ce n'est pas une critique parce que pour dire que les gens de la biodiversité seraient moins futés. Non, je dirais que la biodiversité est quelque chose de très complexe et hétérogène et les solutions divergent. Les objectifs ne sont pas faciles à quantifier et à communiquer. Ça rend la chose plus difficile de transmettre un message et de créer un cadre politique. Les faits sont une chose, mais à côté des faits, il faut aussi une histoire. Donc là, Daniel Kahneman l'a bien dit, no one ever made a decision because of a number, they need a story. Donc, il nous faut une histoire à laquelle on puisse s'identifier et qu'on puisse transmettre à d'autres. Dans le climat, c'est une jeune femme qui a montré avec toute une génération la puissance de telles histoires. Donc, la question est de savoir comment arriver à ce que la biodiversité puisse être racontée comme histoire et qui va la raconter, cette histoire. Donc, passons rapidement aux solutions. Il y a un bénéfice commun de la biodiversité et du changement climatique pour la protection et le rétablissement de ces choses, mais il y a aussi des dangers. Il ne faut pas se contenter de planter des arbres parce que l'arbre donc ne pousse que lentement et on pourrait aussi mettre en danger des écosystèmes existants en ne plantant que des arbres. Il faut vraiment des mesures coordonnées qui servent aussi bien au climat qu'à la biodiversité. Comme je l'ai dit, il faut des règles pour vraiment donner un prix aux dommages du climat et de la biodiversité. Dans le domaine du monitoring, je vois des solutions quand on prend la télédétection, les big data, donc le citizen science, vous voyez là une image de la rareté des données aux États-Unis, donc concernant les espèces en voie de disparition. On peut très bien numériser tout cela et l'utiliser pour des décisions. Je crois qu'il y a de nouvelles possibilités pour la science et aussi pour la communication. Il y a aussi un potentiel de conflit, bien sûr. La décarbonisation passe par l'électrification, donc ça se fait sans problème sur les toits, la photovoltaïque, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait des espaces libres avec la photovoltaïque dans les montagnes, qu'en est-il de l'éolienne et
la force hydraulique. Donc là, il y a des idéologies qui se heurtent. Là où c'est très difficile, c'est pour les biocarburants, quand il faut les cultiver exprès pour des carburants biologiques. Et ben là, l'éco-bilan est parfois complètement négatif. En dernier, quelque chose qui me préoccupe beaucoup, Peter l'a déjà mentionné, il y a des parallèles entre la pandémie, le changement climatique et la biodiversité. Il y a beaucoup de connaissances qui existent en même temps, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre. Je crois qu'on a compris que d'un point de vue scientifique, n'y a pas encore d'option d'action, mais en même temps, il faut être conscient du fait que les faits, on ne peut pas les ignorer. J'ai l'impression que souvent on connaît les problèmes, mais on va quand même contre le mur. Malheureusement, je n'ai pas encore de solution. La meilleure science ne nous sert à rien si on ne la prend pas au sérieux et donc il faut vraiment travailler là-dessus. On a besoin d'une voix forte de la science et une meilleure intégration de nos connaissances dans les processus politiques et sociétaux. Pour le climat et pour la diversité, beaucoup de choses ne peuvent pas être réparées, donc on ne peut pas se permettre que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Voilà mon résumé. J'ai essayé de vous montrer que le changement climatique est une réalité. Le réchauffement est en plus grande partie dû à l'être humain. Les émissions CO2 doivent être réduites à net zéro d'ici quelques décennies. Il y a des causes communes pour ces gaz à effet de serre et qui augmentent la pression sur la biodiversité, sur le climat. Donc, il y a aussi des solutions communes. Il y a un bénéfice commun lorsqu'on coopère en ce qui concerne la protection des écosystèmes. Il y a aussi des conflits concernant le besoin de place pour les énergies renouvelables. Il y a de nouvelles possibilités pour utiliser la numérisation, aussi pour la communication, et nous espérons pouvoir mieux nous adresser au grand public. Donc la question est comment mesurer la biodiversité? C'est un objectif simple, comment raconter une histoire et comment renforcer le dialogue politique? Merci beaucoup.